Donc le réseau de transport d'électricité européen, il a plusieurs facteurs de vulnérabilité. Le premier, c'est que il est redevenu une cible, à la fois physique et sur un plan cyber, d'attaque. On le voit dans le cadre du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, où le réseau de transport d'électricité ukrainien est sous le feu d'une série de vagues de frappes russes. Il est aussi visé par un certain nombre d'attaques cyber, qui sont en forte croissance ces dernières années. L'Agence européenne pour la cybersécurité, l'ENISA, elle estime en 2023 qu'il y a eu environ 200 attaques qui auraient visé le secteur de l'énergie dans le monde, et que sur ces 200 attaques, il y en a à peu près la moitié qui concernent directement l'Union européenne. Au-delà de cette dimension offensive, à la fois physique et cyber, le réseau de transport d'électricité européen, il a des vulnérabilités qui sont plus structurelles et qui sont liées à son évolution. L'Union européenne, elle a cherché à partir des années 90 à intégrer son réseau de transport d'électricité, à la fois pour des raisons d'accès au marché et puis pour des raisons de complémentarité de sources entre les différentes régions de l'Union européenne et de production. Et cette intégration, elle entraîne à la fois de la résilience, parce que les États peuvent se soutenir les uns les autres en cas de rupture d'approvisionnement, de défaillance sur une source d'énergie, mais ça crée aussi des effets de cascade lorsqu'il y a des défaillances techniques sur le réseau. Donc cette intégration, elle a à la fois un volet de résilience et un volet de vulnérabilité. Et puis, il y a toute la dimension de transition énergétique qui vient changer le profil de vulnérabilité du réseau de transport d'électricité européen, parce que cette transition énergétique, elle amène à la fois plus de renouvelables, d'énergie renouvelable dans le réseau, et ces énergies renouvelables, elles sont difficilement pilotables, c'est-à-dire que il est difficile pour le gestionnaire de réseau d'anticiper combien la production quel va être le niveau de production renouvelable qui va entrer sur son réseau à un instant donné. Et puis, donc ça crée de l'instabilité sur le réseau. Et puis dans un contexte où la croissance de la production électrique va avec cette transition énergétique, c'est-à-dire que pour atteindre nos objectifs de transition énergétique, on électrifie plus nos usages. On utilise plutôt de l'électricité qu'une autre forme d'énergie pour nos usages d'énergie. Donc on a à la fois plus d'énergie sur le réseau à gérer, de l'énergie qui va être plus instable, et dernier point, on va avoir une ouverture des réseaux de transport d'électricité à la dimension numérique. Par exemple, on ne fait plus transiter uniquement de l'électricité sur le réseau, on fait aussi transiter de l'information. Cette ouverture digitale, cette ouverture numérique, elle ouvre aussi des brèches dans l'infrastructure électrique européenne qui vont avec cette dimension cyber dont je vous parlais tout à l'heure. Puis il y a un dernier point qui arrive en sus de l'ensemble de ces vulnérabilités, c'est la dimension des effets du changement climatique. C'est-à-dire que sur le sol européen, on commence à avoir les premiers effets du changement climatique, avec des catastrophes environnementales, des événements climatiques extrêmes, qui vont toucher l'infrastructure électrique comme elle touche d'autres infrastructures de transport, par exemple. Et donc, on a des événements climatiques extrêmes qui vont toucher cette infrastructure électrique européenne. Par exemple, ça va être le cas pour la tempête Ciarán qui a touché la Bretagne à l'hiver 2023, avec des foyers qui ont été privés d'électricité pendant plus de 15 jours pour certains, ou bien les glissements de terrain et les inondations qui ont eu lieu en Allemagne et en Belgique à l'été 2021, où là, on a 200 000 foyers qui ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Et donc, cet aspect du changement climatique vient rajouter une vulnérabilité à l'ensemble de ce panel de vulnérabilités existantes qui proviennent soit du fait que les réseaux sont de plus en plus une cible, soit du fait de la transition énergétique et puis du changement de profil de cette infrastructure électrique européenne, on a de nouvelles vulnérabilités qui arrivent. Et le changement climatique vient se rajouter en plus de ce panel de vulnérabilités existantes. Alors cette résilience du réseau électrique européen, du réseau de transport d'électricité européen, elle n'est pas gérée à une seule échelle. C'est-à-dire que par exemple, sur la dimension cyber et sur la dimension du marché de l'électricité, elle va plutôt être gérée à l'échelle européenne. Ça va être par exemple les directives Nice qui encadrent la dimension cyber du réseau européen, sa protection cyber, et de la part de l'association des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité européens, l'ENSOE, des codes de réseau
qui sont des codes qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité européens qui connectent leurs infrastructures entre elles. Et donc il y a un code de réseau cyber dont l'application entre en vigueur à l'été 2024. Cette infrastructure électrique européenne, comme elle est très interconnectée, les États sont connectés entre eux au-delà des seules frontières politiques de l'Union. On a au sein de l'ENSOE, cette association des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité européens, on a 35 pays qui sont membres. Donc ça va demander une interconnexion et puis une coordination des différents États entre eux, alors même que tous ne font pas partie de l'Union européenne. Et c'est peut-être la subtilité importante de cette dimension du réseau européen, avec plusieurs zones synchrones, comme on peut le voir sur la carte, donc des zones qui ont des fréquences de fonctionnement qui sont différentes. Donc cette dimension cyber et cette dimension du marché, elle va être plutôt envisagée à l'échelle européenne. En revanche, la dimension de la sécurité des flux, elle va être envisagée à l'échelle de groupes de pays, en dessous de l'échelle européenne, à une échelle infra-régionale. Ces groupes de pays sont articulés autour de coordinateurs de sécurité régionaux qui gèrent et qui aident les États à gérer la sécurité physique des flux. Et puis la sécurité physique des infrastructures, elle va plutôt être gérée à l'échelle nationale, c'est du domaine du régalien. Et là, c'est les États qui prennent en charge cette dimension de la protection physique du réseau. Au-delà de ces différentes échelles, il y a des questions qui se posent pour la résilience de l'infrastructure, qui vont aussi concerner, par exemple, la résilience des populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la résilience des populations, elle est très importante dans le cadre de cette infrastructure très interconnectée, parce que si on a des risques qui sont assez faibles de blackout de l'ensemble de l'infrastructure européenne, pour des raisons qui relèvent par exemple des effets du changement climatique et d'événements climatiques extrêmes, eh bien on peut avoir des morceaux du réseau qui, eux, vont être touchés par des coupures d'électricité. Et ça, les populations européennes, parce que le réseau européen est très bon et qu'il a été interconnecté avec beaucoup de résilience depuis les années 90, eh bien ces populations européennes, elles sont moins habituées à ces coupures d'électricité, à ces ruptures d'approvisionnement, qu'elles ne l'étaient par exemple à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on était en train de reconstruire l'architecture électrique européenne. Et là où dans certains États, par exemple comme aux États-Unis ou en Norvège, on a une sensibilisation de la population qui est forte, avec l'État qui va prévenir les populations, mettre à disposition des listes de kits pour la population en cas de rupture d'approvisionnement. Par exemple, ça va de la radio à pile à des provisions en cas de rupture d'approvisionnement électrique, des provisions qui ne demandent pas d'électricité pour les consommer. Dans l'Union européenne, cette culture du risque et cette résilience de la population, elle est aujourd'hui un peu moins forte qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et ça demande peut-être de la part des États un investissement particulier sur la sensibilisation de leur population à ces nouveaux risques de rupture d'approvisionnement. Alors, le réseau de transport d'électricité, il joue un rôle fondamental dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Au moment de l'invasion russe en Ukraine, la Russie choisit un moment où l'Ukraine est en train de tester son découplage du réseau ukrainien à l'intérieur du réseau russe hérité de la période soviétique, et à un moment où l'Ukraine teste un raccordement qui est déjà planifié depuis plusieurs années à la plaque européenne électrique. Ça donne une idée de l'importance du réseau dans la stratégie russe vis-à-vis de l'Ukraine. La Russie, elle lance très vite, au moment de l'invasion, une vague de frappe sur le réseau et les infrastructures de production d'électricité ukrainien. Et dans les premières semaines du conflit, elle va détruire environ 30% des centrales de production ukrainiennes et de nombreuses lignes d'approvisionnement. Cette stratégie, elle va se poursuivre au cours du conflit, et la Russie va avoir recours à une série de vagues de frappes, souvent avant l'hiver, pour toucher l'infrastructure électrique ukrainienne, avec l'objectif derrière, à la fois de toucher la capacité de résilience de la population ukrainienne, notamment avant l'hiver, de toucher la capacité de production ukrainienne. L'Ukraine, elle s'appuie notamment sur un plan industriel, sur des énergies qui sont très électro-intensives, qui consomment beaucoup d'électricité, comme par exemple la métallurgie. Et donc l'objectif russe, ça va être aussi de toucher cet appareil productif ukrainien.
Et puis enfin, lorsque vous réussissez à établir un petit blackout ou une rupture d'approvisionnement dans une région, ça crée aussi, si la population n'a pas de système alternatif d'approvisionnement, un brouillard de guerre, c'est-à-dire qu'il est difficile d'avoir de l'information sur ce qui se passe à cet endroit, puisque nos technologies aujourd'hui de diffusion de l'information, elles sont beaucoup fondées sur de l'approvisionnement électrique. Donc la stratégie russe, elle est fondée en partie sur ce ciblage du réseau de transport d'électricité ukrainien, et d'ailleurs la Russie l'a à plusieurs reprises évoqué dans sa doctrine comme un objectif militaire pour elle, cette attaque du réseau de transport d'électricité ukrainien. Alors comment est-ce que l'Ukraine, elle réagit à ça? Qu'est-ce qu'elle fait pour se défendre? Le nerf de la guerre sur le plan électrique, c'est peut-être la capacité de pilotage du réseau. C'est-à-dire que ce qui compte pour les Ukrainiens, c'est de garder la maîtrise de leur outil de transport d'électricité et de production d'électricité. À partir du moment où on en perd la maîtrise, eh bien, on n'est plus capable de réagir et de faire réagir le réseau aux frappes russes. Donc l'Ukraine, elle va s'appuyer sur plusieurs dispositifs pour cela. Il y a à la fois des choses qui sont extrêmement, et c'est ça qui est intéressant, il y a des choses qui sont très intensives en technologie. L'Ukraine, notamment, travaille beaucoup sur la mobilité de sa capacité de pilotage du réseau. Comment est-ce qu'on fait des infrastructures de commande du réseau de transport d'électricité qui vont être mobiles et qui sont capables de réagir aux frappes russes. Ça, c'est très intensif en technologie. Elle va aussi travailler sur des choses beaucoup plus low-tech, notamment la capacité des équipes à réparer rapidement et à trouver des solutions sur le terrain alternatives pour rediriger les flux d'électricité ou réparer certaines infrastructures qu'ils nécessitent. Elle va s'appuyer aussi beaucoup sur sa connexion au réseau de transport d'électricité européen, avec l'idée que l'Union européenne, la plaque électrique européenne, apporte à l'Ukraine de l'inertie qui lui permet d'encaisser un certain nombre de chocs sur son réseau électrique lorsque des infrastructures sont touchées par la Russie. Donc cet approvisionnement européen, cette aide européenne dont on voit sur la carte un certain nombre des canaux qui vont passer par la Pologne, par la Moldavie, par la Roumanie, elle est importante pour l'Ukraine parce que ça lui permet d'avoir cette inertie de son réseau qui lui donne une résilience face aux frappes russes. L'Ukraine va aussi s'appuyer sur la fourniture par l'Union européenne, notamment de pièces de rechange qui vont lui permettre de travailler à la résilience de son réseau. Et puis, elle réfléchit à une restructuration de sa production. Elle avait une production très centralisée autour de grosses centrales électriques. L'Ukraine, c'était un producteur majeur d'électricité avant le conflit, qui exportait, qui a commencé d'ailleurs lorsqu'elle a été connectée à la plaque européenne par exporter de l'électricité, et qui se retrouve aujourd'hui en déficit. Et donc, elle réfléchit à une décentralisation de sa production, avec des unités plus petites, des unités renouvelables, qui lui permettraient d'avoir un pilotage et une résilience plus importante de sa production d'électricité. Ça, c'est un enjeu important pour l'appareil de production ukrainien et pour sa résilience face au conflit. C'est aussi des choses qui coûtent plus cher, notamment pour le prix de l'électricité et pour la population, que des centrales plus centralisées qui ont des effets des économies d'échelle plus importantes que des petites unités de production. Tout ça est sur la table aujourd'hui pour la résilience ukrainienne, qui est fondamentale dans la capacité de l'Ukraine à tenir face à l'invasion russe, dans la mesure où ce réseau d'électricité il conditionne beaucoup de choses, des accès à l'eau, au chauffage, à des soins, à de l'information, et puis aussi une présence sur un certain nombre de marchés interconnectés qui vont lui permettre d'acquérir des pièces de rechange et de rester en fait avec un pied dans l'économie internationale.